Bonjour chers téléspectateurs, merci de rester connectés sur la chaîne Touch Art TV, qui est une agence de communication et d'événementiel basée ici à Kolda. Je suis accompagné de ma collègue Aïssatou Diallo dans cette émission. Merci d'être parmi nous pour débattre sur un thème crucial et actuel, c'est-à-dire l'impact de la pandémie du Covid-19 dans l'éducation nationale. Alors, Monsieur Malo, comment appréciez-vous ce thème? Sabali, je voudrais, avant d'entendre mes propos, souhaiter une très bonne suite de Ramadan à toute la communauté musulmane, d'ici et d'ailleurs. Puisse Dieu accepter toutes les prières formulées dans ce mois béni de Ramadan, qu'il nous soit permis aussi d'avoir une pensée pieuse à toutes les victimes du Covid-19, le coronavirus. C'est un très bon thème, l'impact de la pandémie du Covid-19 dans l'éducation nationale du Sénégal. J'avoue que c'est un thème actuel, comme vous l'avez dit, crucial et actuel. Faut-il le rappeler, en temps de pandémie, il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés et au Sénégal, le secteur de l'éducation, en tout cas, subit les conséquences, les séquelles de cette pandémie-là, du Covid-19. Ce changement de situation a affecté un peu le système éducatif. C'est pourquoi je vous félicite pour le choix et la pertinence du thème. Alors, permettez-moi en tant que prof de français de faire un éclairage conceptuel du sujet ou du thème, si vous voulez, ô combien important. Vous avez dit impact de la pandémie du Covid-19 dans l'éducation du Sénégal. Il faudrait que les gens comprennent que impact a le sens d'effet, ça a le sens également de conséquence. Maintenant, la pandémie, c'est une épidémie à grande échelle. Il ne faudrait pas qu'on confronte pandémie et épidémie, parce que ça ne renvoie pas à la même chose. L'épidémie est dans la pandémie. La pandémie a un caractère continental ou mondial, alors que l'épidémie a un caractère l'idée c'est décembre, parce que la maladie est apparue le 12 décembre 2019, et c'est ce qui fait qu'on a le 19. Alors, éducation nationale, c'est le secteur qui nous concerne aujourd'hui. Maintenant, le Sénégal, c'est le pays également concerné. Alors, on comprendra que dans ce débat, il s'agit pour nous de démontrer un peu les conséquences de la pandémie dans le secteur de l'éducation au niveau du Sénégal. J'avoue que c'est un thème très important, c'est un thème aussi actuel. Voilà vraiment ce que je voulais dire par rapport au thème du débat. Merci monsieur Barou. Bon, je vais m'adresser maintenant à Marianne. Vu cette pandémie du coronavirus, la reprise des cours initialement prévue le 4 mai est reportée jusqu'au 2 juin. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup Aïssatou pour cette question très pertinente. Le fait que l'on reporte les cours jusqu'au 2 juin, ça a suscité beaucoup de débats et on sait tous qu'il faut être positif dans toute chose parce qu'actuellement nous avons tous un ennemi commun qui est le coronavirus. Donc comment faire pour ne pas davantage augmenter les risques de propagation de ce virus? Il en est également la solution de ne pas commencer les cours ce 4 mai, mais reporter les cours jusqu'au 2 juin. C'est en cette même période d'attente que l'on pourra également chercher d'autres mesures, pourquoi pas, d'endiguer la chaîne de propagation et de contamination de ce virus. Donc je pense que c'est une initiative, bien une chose à saluer de la part de l'État, que l'on reporte les cours. Parce que vous savez, on évite les rassemblements. Le virus se propage très rapidement dans les milieux où il y a des rassemblements. Et donc l'école est le milieu aussi le plus placé pour booster la propagation du virus. Dans les classes, il y a beaucoup d'élèves qui sont là-bas. Un seul élève contaminé peut donner le virus à tous les autres. Ainsi de suite, la maladie ne sera pas vraiment gérée. Donc c'est pourquoi je pense que c'est une très bonne chose de reporter les cours jusqu'au 2 juin, espérant ainsi que l'on trouvera très rapidement une solution de maîtriser la chaîne de propagation. Monsieur Balo,
Bon, les classes intermédiaires auront l'occasion de reprendre les cours après le 2 juin. Partagez-vous le même point de vue? Alors, je vous remercie pour la pertinence de la question, mais à propos de la reprise des cours pour le 2 juin, je voudrais un peu me prononcer là-dessus, parce que je suis dans le système. Je pense que j'ai un mot à dire par rapport à cette question-là. Et je pense qu'elle a dit, Mariama l'a bien dit, c'est une très bonne chose de reporter la date du 4 au 2 juin, compte tenu de la vitesse de propagation du virus dans le pays. C'est une très très bonne chose, même si maintenant les gens de gauche à droite se mettent à dire que non, il ne fallait pas le faire, mais je pense que le gouvernement du Sénégal a pris la bonne décision. Alors, maintenant, ce même gouvernement, par le biais du ministère de l'Éducation, a décidé d'ouvrir les écoles à partir du 2 juin. C'est juste une proposition. Alors, moi je pense que pour que cette date-là soit la date magique, parce que tout le monde l'attend, on espère en tout cas, après des études, les gens se sont rendus compte que 60% des Sénégalais sont pour la réouverture des écoles à partir du 2 juin. Ce sont des études scientifiques, ce n'est pas des suppositions. Donc les Sénégalais sont pressés de retrouver le chemin de l'école. Mais il y a des conditions, ça va être. Il y a des dispositions à prendre. Il y a un dispositif à mettre en place pour pouvoir ouvrir les portes de l'école. Et parmi ces conditions, ces dispositions à prendre, il faut d'abord qu'on désinfecte les salles de classe. On est resté pendant 4 à 6 semaines sans faire cours, ce qui veut dire que les salles ne sont pas du tout balayées. Il y a de la poussière, il y a de la saleté. Il faut d'abord qu'on commence par une désinfection des salles. Et ça, il faut se lever très tôt, parce qu'il ne nous reste que 3 semaines, si vous faites le calcul. Il faudrait que l'État pense au temps. Si on veut vraiment que la date du 2 juin soit la bonne date, il faudrait qu'on prenne des dispositions, qu'on prenne les devants. Désinfecter les salles, ça c'est une condition sans laquelle il ne pourra pas y avoir de retour le 2. L'autre chose, c'est qu'il faut qu'on ait des affiches partout dans les écoles pour attirer l'attention des apprenants sur le danger de ce virus-là. Donc des affiches un peu partout, dans les salles, sur les murs, ça va un peu accrocher ces gens-là par rapport à ce virus-là. L'autre chose maintenant à faire, ce sont des lave-mains à suffisance qu'on va mettre devant les écoles et devant chaque salle de classe. J'ai dit des lave-mains à suffisance. Pourquoi? Parce que nous aurons un temps à faire dans les écoles. Si par exemple l'État nous donne 2 ou 3 lave-mains, mais combien d'élèves sont dans une école? Ça va se terminer. Donc il faudrait qu'on ait des lave-mains à suffisance. Il faut donc qu'on mette les moyens au niveau des établissements. Avoir aussi des thermoflash devant les portails des écoles. Pourquoi? Parce que c'est l'élément le plus sûr pour détecter vite, même si on va parler peut-être des cas asymptomatiques. Il y en a qui sont victimes de corona, mais qui n'affichent pas les signes. Mais quand même, avec le thermoflash, ça peut réduire un peu les risques. L'autre disposition à prendre en compte, c'est confectionner des masques à suffisance. Et je pense qu'au niveau de Kolda, le ministre maire, Abdoulaye Bibaché, je pense qu'il a pris l'engagement pour un premier jet de confectionner 10 000 masques. Et c'est destiné aux acteurs de l'éducation. Et je pense que c'est déjà un bon signe. L'autre disposition à prendre en charge, c'est que certaines familles vulnérables n'ont pas les moyens, avec la crise, d'assurer la nourriture de leurs enfants. Il faut qu'on le comprenne. Jusque-là, on dit que les denrées sont arrivées. On est d'accord, mais qui a reçu? Personne. On est à 3 semaines du 2 juin. Il faudrait qu'on pense à ça. Si les parents n'ont pas de quoi donner les enfants à mettre dans la bouche, mais comment ces enfants-là peuvent aller à l'école? L'autre chose, il faut qu'on pense à une deuxième distribution des denrées aussi. Parce que si on demande aux gens de rester à la maison et de permettre seulement aux candidats d'aller à l'école, et si ces candidats-là sont issus de familles vulnérables, et que cette famille vulnérable-là n'a pas de moyens, c'est un problème. L'autre disposition, c'est la collaboration entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on prépare les chefs d'établissement par rapport à une éventuelle détection de victimes.
On met des thermoflashes devant le portail, on détecte un élève ou un surveillant ou un professeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les dispositions premières à prendre pour mettre en quarantaine, par exemple, la personne? Et ça nécessite une formation. Vous ne pouvez pas prendre la personne par la main et la mettre en quarantaine. Vous vous exposez. Donc, il faut qu'il y ait une certaine collaboration. Sans ces dispositions-là, ça va être. C'est prendre des risques. C'est exposer les acteurs de l'éducation. Mais force est de noter aussi qu'il y a des contraintes à prendre en compte. La première contrainte, ce sont les salles exiguës. Vous allez dans certaines écoles, je ne parle même pas des privés, parce que là-bas, ce sont des chambres qu'on prend, vous m'excuserez du terme, pour considérer ça comme une classe. Et vous avez combien d'élèves dedans? Plus de 50 élèves. Si on retourne à l'école publique, on a des salles qui sont réduites. On a 50 élèves dans la salle, mais il y a un problème. Tout le monde sait que le virus n'aime pas les rassemblements, ou plutôt aime les rassemblements. Si vous avez dans une salle 50 élèves, et les tables bancs, c'est 2 par élève. C'est une contrainte. L'État doit réfléchir par rapport à ça. Est-ce qu'il faut éclater une classe qui a 50 élèves en 2? Là aussi, c'est un problème parce qu'il faudrait penser au professeur. Un professeur va faire le va-et-vient, ou bien, comme on a dit pour le moment, ce sont les classes d'examen seulement qui retournent. Les autres professeurs, par exemple, si je prends le cas du français, qui n'ont pas de classe d'examen, vont venir en appoint. Ça aussi, c'est une solution. Donc, ces contraintes-là sont à prévoir. L'autre contrainte, c'est par rapport aux acteurs qui sont en voyage. Il y en a qui ne sont pas sur place. Avant que l'État ne prenne la décision, il y en a qui avaient déjà voyagé. Que ce soit des enseignants ou des élèves, ils sont déjà partis. Et ces gens-là, si on doit reprendre le 2, il faut qu'on lève la décision administrative qui dit qu'il faut interdire les déplacements entre régions ou bien entre communes, où on fait des notes spéciales pour ces concernés-là. Parce que moi, par exemple, si j'étais en voyage, j'ai une classe de terminale au lycée de Bouna, je ne suis pas sur place. Un autre professeur ne peut pas venir continuer l'enseignement parce qu'il ne sait pas ce que moi j'avais déjà installé chez ces élèves-là. Donc il faudrait que l'État aussi pense à ça. L'autre contrainte à prendre en compte par rapport à ce retour du 2 juin, c'est quoi? C'est que le transport de certains élèves, il y en a qui habitent à Afia par exemple, ils sont au lycée Alpha Molo. Et on dit que les rassemblements sont interdits. Dans les bus, il faut prendre par exemple 2 ou 3 personnes. Si moi j'habite à Afia, je dois aller au lycée Alpha Molo, je n'ai pas de vélo, je n'ai pas de moto, je m'étais abonné dans un bus. Mais ça va être difficile pour moi de pouvoir faire la navette tous les jours. Donc il faudrait que les gens prennent en compte toutes ces contraintes-là avant de dire que oui, il faut reprendre les cours le 2 juin. Il faut y aller vite si on décide de le faire. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je suis optimiste. C'est possible que les Sénégalais changent entre-temps, que l'on trouve des solutions entre-temps. Mais il y a des conditions sans lesquelles la reprise du 2 juin n'est pas du tout possible. Et qu'on ne force pas. Je vais terminer par là. Qu'on ne force pas la reprise du 2. Pourquoi je le dis? Au Sénégal, nous avons reçu le premier cas le 2 mars. 2 mars, 2 juin, ça fera peut-être 3-4 mois. Mais le premier cas dans le monde entier est noté en Chine le 12 décembre. De 12 décembre à nos jours, ça fait plus de 5 mois. Ces gens-là sont en train de réfléchir sur le déconfinement. Nous, on n'a fait que 3 mois, on veut faire comme les autres. Alors que nous sommes à un moment où le virus a atteint une vitesse de croisière. Il faut qu'on réfléchisse par rapport à ça. Le temps que le virus a mis au Sénégal, ce n'est pas le même temps qu'ailleurs. Et si on veut faire ce que les gens font ailleurs, on risque d'exposer les élèves. C'est ce que je voulais dire par rapport à cette question-là. Je ne sais pas si je dois répondre directement à votre question, la question portant sur la reprise des autres classes intermédiaires. Je pense aussi que c'est une question qui mérite d'être posée. Hein. Bon, avant d'arriver à cette question, je vais poser encore une question. Vous avez bien parlé des lendemains et des suffisants et la distribution des denrées alimentaires à temps. Bon, disons la reprise qui est reportée au 2 juin.
avec le contexte où nous sommes, c'est-à-dire l'hivernage qui s'annonce, est-ce que cela sera possible? Est-ce que les cours ne seront pas perturbés? Vu que dans la région de Kolda, la plupart des établissements sont des abris provisoires. Alors, je pense que la question aussi est valable. Le Sénégal, déjà, c'est un pays pluvieux. Dans beaucoup de régions, la pluie s'installe à partir de mi-mai. À partir du 15 mai, d'habitude, on enregistre les premières pluies. Compte tenu de cet hivernage-là, je pense que ça va être difficile de pouvoir continuer les cours en juin et en août, d'autant plus qu'on sait que Kolda, surtout, c'est une zone très pluvieuse. Pourquoi l'on ne pourra pas peut-être prolonger les cours jusqu'au mois de juin et août pour les autres classes? C'est parce que simplement, à Kolda, par exemple, il y a beaucoup de classes qui sont en abri provisoire. Beaucoup de classes sont en abri provisoire. Et qui connaît les abris provisoires, que nous avons surtout dans le monde rural, c'est en paille. Ce n'est pas, par exemple, chez nous en dur ou bien avec des zincs, mais là-bas c'est en paille, c'est de l'herbe. Et quand l'herbe est mouillée, mais ça ne peut pas résister. Ça, c'est une contrainte. L'autre contrainte maintenant, c'est quoi? Ce sont les travaux champêtres. Beaucoup d'élèves dans le monde rural sont utilisés par les parents pour les travaux champêtres. Et les parents n'hésitent pas à retirer l'enfant de l'école. Ça, c'est une autre contrainte. Ceux qui sont dans le monde rural savent bien ce que je dis. L'hivernage aussi, c'est un danger parce que le coronavirus a à peu près les mêmes signes que le rhume et le paludisme. Si on va vers l'hivernage, on sait qu'à Kolda fait partie des régions les plus atteintes de paludisme. Je suis en direct. Il faut qu'on tienne compte de ça. Il y a un spécialiste de la santé qui l'a dit d'ailleurs. Si nous continuons avec ce virus-là jusqu'à l'hivernage, il y a des régions qui seront plus exposées que les autres. Et Kolda fait partie, Kolda Tamba. Donc ces trois raisons-là font que les cours, à mon avis, ne doivent pas être prolongés jusqu'à l'hivernage, si vous voulez, ou jusqu'au mois d'août. Parce qu'il y aura la pluie qui sera là, et il y a de ces lieux-là où il n'y a pas des classes en dur. Quand il pleut, vous n'entendez pas, le prof ne peut pas, ou l'enseignant ne peut pas expliquer clairement la leçon parce qu'on ne va pas le recevoir. Il y a le bruit, mais à part ça, il y a les travaux champêtres. Okay? Il y a aussi certaines maladies qui sont liées à l'hivernage qui seront là et qui sont un peu similaires aux symptômes du coronavirus. Voilà pour votre question. À ce que ce virus soit maîtrisé afin que les cours recommencent. Maintenant, en ce qui concerne la baisse de niveau chez les élèves, cela nécessite une certaine analyse. Et j'ose dire qu'ils ne faut pas perdre leur niveau si vraiment les élèves continuent de faire ce qu'ils doivent faire chez eux. Parce que comme je l'ai dit tout au début, nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes juste en période d'attente. Et je pense aussi qu'il y a des cours qui sont dispensés en direct à la télé. Il y a des élèves qui suivent cela. Bien vrai qu'il y a ces milieux où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'accès. Les élèves n'ont pas accès à ces cours. Mais je pense que dans la vie, il faut toujours être positif, tout comme je l'avais dit tout au début. Et surtout quand il faut se baser sur la loi d'attraction. Il faut positiver les choses après. Les choses deviendront positives, comme tu le veux. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans ces milieux où il n'y a pas de réseau ni d'électricité, il y a forcément de ces anciens qui détiennent des choses sur lesquelles la personne, bien l'élève peut se baser pour pouvoir se préparer davantage. Et donc je pense que la communication doit vraiment passer afin que tous les élèves soient concentrés sur ce qu'ils doivent faire, sur ce qui les attend aussi. Il faut aussi savoir que les choses qui ont été déjà faites, par exemple au premier semestre, doivent être encore révisées et pour maintenir le niveau. Parce que dès que nous reprendrons les cours, le 2 juin, les professeurs viendront, les cours vont continuer. Et donc je pense qu'avec cela, il n'y aura pas de baisse de niveau. Donc les élèves pourront facilement continuer les cours avec les enseignants. Et lorsqu'ils seront en classe supérieure, ils seront avec le bon niveau. Monsieur Bado, que pensez-vous de cette question-là? Très bien. Alors, je suis très content par rapport à cette question parce que là aussi, je me sens concerné en tant
acteurs de l'éducation nationale. C'est évident que si le programme n'est pas terminé, il y aura des manquements, il y aura des défaillances par rapport au niveau des élèves. Parce que pour les enseignants qui sont formés, ils savent bien qu'il y a un quantum horaire qui est là, qui est affecté à chaque niveau d'études. Maintenant, s'il n'y a pas vraiment de cours déroulés normalement, il va de soi qu'il y aura des manquements. Mais attention, ça va dire. N'oublions pas que nous avions déjà fait 6 mois de cours. L'année scolaire au Sénégal, c'est 9 mois. Nous avions déjà fait 6 mois, donc nous avons déjà fait les 2 tiers du programme. On a même composé. Certains ont été en passe de distribuer les bulletins. Je ne dis pas que forcément il y aura une baisse de niveau. Et le niveau dépend de quoi? C'est vrai, les enseignements apprennent ça, mais ça dépend de l'élève aussi. Vous avez tous fait la même classe avec votre promotion. Mais pourtant, jusqu'à présent, il y en a qui sont incapables de formuler une phrase. Vous avez suivi les mêmes enseignements, avec les mêmes professeurs, les mêmes enseignants. Le niveau, c'est vrai, c'est par rapport à des enseignements apprentissage qu'on dispense. Mais au-delà de ça, c'est une question de personnalité. Hein. Franchement. Alors, pour dire simple les choses, le problème peut ne pas se poser, honnêtement. D'autant plus qu'on a fait l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Les 2 tiers du programme. On a arrêté les cours au mois de mars. D'octobre à mars, ça fait 6 mois. Et dans l'année scolaire, on a 3 trimestres. C'est-à-dire 3 temps divisés en 3 mois. Et après chaque trimestre, on va en vacances. Octobre, novembre, décembre, ce sont les vacances de Noël. On revient janvier, février, mars, on était en passe d'aller en vacances de Pâques. C'est là où les gens ont profité pour sortir la note avec le président de la République. Voilà ce que je voulais dire. Il ne faut pas qu'on dise que oui, parce qu'il n'y a pas eu cours, que le niveau va baisser. Ce n'est pas évident. C'est pas une raison pour dire que oui, forcément le niveau va baisser. Les acteurs de l'éducation savent que l'essentiel a été déjà fait. Ok? Tout à l'heure, vous m'avez posé une question pour les classes intermédiaires. Est-ce qu'ils pourront reprendre? Je n'ai pas eu le temps de répondre, parce que voilà, l'autre a voulu peut-être relancer. Mais à mon avis, ces classes-là ne pourront pas reprendre. C'est ce que je comprends dans le discours du ministre de l'Éducation. Il dit quoi? Le 2 juin, juste pour les classes d'examen. C'est précis, c'est ciblé, c'est calculé. Sinon, on allait dire reprise, tout court. Mais on a décidé de mettre la précision en disant les classes d'examen. Ça veut dire quoi? Ces élèves-là qui sont en classe d'examen vont d'abord faire le test, on va voir. Ok? Si ça donne, on va étudier un peu la situation des classes intermédiaires. Je suis quand même pessimiste. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le coronavirus est content quand il y a rassemblement. Vous prenez les grands établissements, comme le lycée Alpha Molo Baldé, le lycée de Bounakan, où il y a des milliers d'élèves. Si on associe les classes d'examen aux autres classes, mais le lycée va retrouver le bruit d'antan. Le lycée va retrouver aussi les rassemblements d'antan. Et nous savons qu'il y a cette camaraderie entre élèves qui existe. Tu ne pourras pas empêcher Aïssatou de s'approcher de sa copine ou de sa camarade de classe. Ce sont des facteurs qu'on ne pourra pas contrôler. Ça va être très compliqué. Alors que pour les classes d'examen, juste, vous allez dans le monde rural. Il y a par exemple une terminale ou 2. À l'élémentaire, il y a 2 classes de CM2. Ou bien parfois même une seule classe de CM2. Mais si ces gens-là reviennent, il y a moins de danger. L'aspect de la camaraderie est à prendre en compte aussi par rapport à ces classes intermédiaires qui sont difficiles à gérer. Il faut le rappeler. Les élèves qui sont en terminale, ils sont quand même beaucoup plus vaccinés, beaucoup plus majeurs, beaucoup plus conscients que ces gens qui viennent du collège, qui viennent de débarquer et qui pensent que voilà, tout est permis maintenant au lycée. Donc voilà vraiment pour votre question. Merci. Donc la question suivante sera liée à la précédente. Pensez-vous que les élèves qui vivent dans les médias pourront profiter de la reprise? C'est destiné à qui? À moi ou à Mariama? À vous. Ok. C'est-à-dire les cours qui se font dans les médias profitent aux élèves des villages qui ne disposent pas de l'électricité et les réseaux.
Alors ça aussi, je pense que c'est une très bonne question. Vous avez vraiment d'excellentes questions par rapport à ce débat. Je voudrais d'abord qu'on rappelle l'objectif de ces cours qui sont donnés à travers les médias. Il s'agit d'abord d'assurer la continuité pédagogique. C'est ça l'idée, pour qu'on ne crée pas une cassure, une rupture dans les enseignements apprentissage. Premier objectif. L'autre objectif, c'est d'accompagner les élèves en confinement pour qu'ils ne versent pas dans la paresse, pour qu'ils ne versent pas dans l'oubli. C'est un peu ça, l'objectif de ces cours qui sont dispensés à travers les médias. C'est une façon d'apprendre à la maison. Et c'est un concept qui est lancé par le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Le e-learning, comme on dit en anglais. Alors, est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible? Dans toute chose, il faut voir le pour et le contre. Dans ces cours qu'on dispense à travers les médias, il y a un atout. Je dis un atout, un avantage. C'est quoi? C'est qu'on évite le contact avec les autres. Compte tenu de la pandémie, on évite le contact. C'est pourquoi on demande aux gens de rester chez eux pour ne pas vraiment créer le contact avec les autres. Les autres, ce sont les enseignants, ce sont les camarades de classe. Mais il y a aussi des limites. Il y a des limites. Et parmi ces limites-là, c'est qu'il y a le réseau qui fait défaut. Dans certaines zones, il n'y a pas de réseau. Ça, c'est un problème. Dans d'autres zones, il n'y a pas d'électricité. C'est un autre problème également. D'autres zones aussi, la possession même de la radio ou de la télé fait défaut. Même s'il y a l'électricité, mais tout le monde n'a pas la radio, tout le monde n'a pas la télé. Mais le portable, le téléphone portable, on me dira que non, c'est impossible à l'heure là. Mais pourtant, il y en a qui n'en disposent pas. Parce qu'à travers les portables, on peut écouter de la radio. Mais il y en a qui n'en disposent pas. Il faut prévoir tous ces cas-là. Et c'est une manière de faire preuve d'équité, parce que dans le programme du ministère de l'Éducation nationale, il y a ce qu'on appelle le paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Mais la dimension équité n'apparaît pas avec ce projet-là qui consiste à faire des cours en ligne, parce que tous les élèves du Sénégal ne disposent pas de l'outil informatique d'abord, si vous voulez. Tous les élèves du Sénégal également ne disposent pas de réseau et parfois même d'électricité. Donc ça va être difficile pour pouvoir réaliser ce projet d'apprendre à la maison à travers les médias. Ok, merci beaucoup M. Ballon pour cette réponse-là. Alors, l'État du Sénégal a-t-il des moyens pour d'y arriver? Alors, c'est un projet. Un projet, c'est toujours une idée qu'on a. Pour réaliser le projet, il faut être ambitieux, il faut être optimiste. Elle a parlé tout à l'heure de positiver. Il faut être positif donc. Faire comme les Américains, se dire yes we can, on peut, c'est possible. Mais il faut reconnaître que le Sénégal n'est pas un pays aussi développé. C'est un pays, pour emprunter l'expression aux athéistes, un pays émergent. Dans ce cas-là, il y a des conditions à mettre en place pour pouvoir faire ces cours-là en ligne. Parmi ces conditions, il y a d'abord la connexion dans les écoles. Il y a des gens qui n'ont pas de connexion. Mais dans le monde rural, il y en a qui n'ont même pas de connexion. Ça, c'est déjà un problème. L'autre problème, Savali, c'est que les élèves doivent être initiés à l'informatique. Il y en a qui n'ont pas l'habitude de manipuler une machine, un ordinateur, pour pouvoir se connecter. Les portables, on vous dira oui, ils sont là pour la connexion. Mais attends, ce ne sont pas tous les portables qui sont connectables. Il faudrait qu'on tienne compte de ça. Et si maintenant dans un établissement, on a une salle informatique, ce serait bien que ces salles informatiques-là soient aussi équipées. Autre chose, il faut qu'on forme les élèves aussi à l'utilisation de la plateforme e-learning qui est mise en place par le ministère de l'Éducation. Si toi tu n'es pas bien formé par rapport à la manipulation de la plateforme, tu peux rester de 8h à midi sans pour autant tirer profit de cette plateforme-là. J'ai eu la chance d'être formé il y a une semaine à l'Académie de Kolda sur cette plateforme intitulée Classroom. C'est un projet de l'État du Sénégal pour un peu
inviter les élèves à aller vers le numérique. C'est un projet. L'État est en train de se préparer pour que les gens ne soient pas forcément dans les classes pour faire des cours. C'est un peu l'idée de l'UVS. Vous savez, les étudiants de l'UVS, si les parents ne comprennent pas que l'étudiant faut n'est que faux, comme on dit, tu peux apprendre à distance. Ils vont dire que leur enfant est en train de fuir, de jouer, alors que c'est le numérique. Et on veut commencer ça à partir des écoles. C'est le projet de l'État. Pour que quand l'élève termine le cursus secondaire, qu'il n'y ait pas de difficulté pour intégrer l'université virtuelle. Ce sont des classes virtuelles, on les appelle comme ça, les classrooms. Ce sont des classes virtuelles, comme l'université virtuelle. Donc, pour dire que si l'État vraiment veut plonger le Sénégal dans ça, c'est une excellente idée. Hein? C'est une excellente idée, on est à l'ère du numérique. Mais il faut les moyens pour y arriver. Et pour avoir ces moyens-là, il faut des moyens financiers, mais aussi des moyens matériels. Voilà ce que je veux dire à votre